Rebonsoir, Madame la députée. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'être avec nous ce soir dans 19h le live. La première question, bien évidemment, que je souhaitais vous poser, elle est en lien avec la fin du confinement qui est attendue pour demain, puisque à présent on pourra sortir sans attestation. Malgré ça, ça sera uniquement en journée, pas le soir, rappelons-le, puisque le couvre-feu, lui, va s'installer. Quel est le bilan que vous faites, vous, en tant que député, de cette crise ? En tant que député, il serait peut-être un peu complexe. En tant que citoyenne, c'est un constat quand même d'une belle cacophonie et d'une difficile compréhension des mesures qui sont imposées. En tant que parlementaire, il y a des mesures contre lesquelles je pense qu'il faudrait vraiment évoluer rapidement. Et avec d'autres membres de mon groupe, nous avons fait des propositions. Je pense par exemple à la restauration. Il est difficilement compréhensible que les restaurants qui ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en place des mesures sanitaires ne puissent pas rouvrir alors que la restauration collective, la restauration d'entreprise fonctionne, par exemple. Autre chose qui vous a semblé être étonnant dans les mesures, on a beaucoup parlé des stations de ski, par exemple. Est-ce que ça aussi, ça fait partie effectivement à mes yeux, des oui, décisions ou des mesures un peu étranges ? J'ai entendu les arguments qui disaient qu'il y avait beaucoup d'accidentologie et de traumatologie qui faisaient qu'on risquait d'engorger également les services qui étaient déjà archi pleins pendant les périodes de vacances scolaires. Les arguments effectivement de rassemblement qui pourraient faire créer des clusters supplémentaires. Moi, je pense qu'il faut vraiment maintenant réfléchir à comment vivre avec le virus et mettre en place dans chacune des situations des mesures qui permettent de limiter au maximum la propagation du virus et non plus rester sur des interdits. Malheureusement, beaucoup de pays étrangers également prennent ce genre de mesures. On le voit avec l'Allemagne. J'étais en conversation avec des membres de ma famille qui sont au Québec. Les mesures sont 10 fois plus drastiques que ce qu'il y a en France. On ne peut pas se déplacer, on ne peut même pas aller rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé. Les déplacements sont quasi interdits et il y a des contrôles à domicile avec des sanctions très lourdes pour les personnes qui bravent ces interdits. Mais donc, là, vous parlez, pour que, bien évidemment, nos téléspectateurs comprennent bien, vous parlez surtout de ceux qui sont Covid+, avec cette interdiction, effectivement, de sortir de leur domicile. Mais dans les pays étrangers, ce ne sont pas parfois que les personnes Covid+. Il y a des limitations de déplacement qui sont contrôlées et sanctionnées si on n'a pas un déplacement qui est motivé. Mais du coup, pour revenir en France, vous pensez quoi personnellement, que ces mesures que le gouvernement va prendre à partir de demain, c'est trop strict? On aurait dû ouvrir les stations? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les stations, c'est un épiphénomène. Hein. Oui. Là, pour moi, la priorité désormais, après 9 mois de crise, c'est, je vais peut-être faire un peu court, hein, c'est la santé mentale des Français. Là, la facture que nous commençons à payer, quand on voit les types de désespérance qui se profilent un peu partout, les suicides qui sont en hausse dans certaines catégories professionnelles, qui sont tout simplement désespérés, les chefs d'entreprise, les restaurateurs, où l'on voit des personnes qui ne voient plus d'avenir. Les jeunes qui ne savent plus où ils en sont, tous ces gens qui pètent un câble. Est-ce que là, ce n'est pas là finalement désormais la priorité, encore plus que la menace épidémiologique? Et pourtant, Dieu seul sait combien j'ai conscience, combien il est difficile pour les hôpitaux d'absorber le nombre de personnes. Donc il faut prendre des mesures qui limitent au maximum, mais qui arrêtent d'empêcher les personnes tout simplement de vivre. L'interdiction à la culture, par exemple, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Dans un cinéma, dans une salle de théâtre, on est à des distances raisonnables, on n'a pas de contact, on porte des masques et ce n'est pas différent. Et en tout cas, c'est beaucoup moins grave que ce qui se passe. Vous allez dans n'importe quel supermarché, quelle grande surface commerciale, les boutiques en période de Noël, c'est la cohue, les gens sont au coude à coude et il n'y a aucun respect des distanciations. Il y a 2 poids 2 mesures pour vous. Un autre sujet également. Ce ne sont pas 2 poids 2 mesures, Monsieur Samary. C'est juste des mesures qui ne sont pas applicables en réalité. Disons un mot également, ce qui s'était passé pendant la crise printanière. Est-ce que vous l'avez retrouvé aujourd'hui ? On a beaucoup parlé des moyens qui avaient manqué pour les personnels soignants. Est-ce que vous considérez qu'à l'occasion de cette deuxième vague, le personnel soignant était mieux armé pour faire face ? Mieux armé, c'est
très différent selon les localités. Ici à Nîmes, ils se sont beaucoup préparés et je pense que vous avez pu interroger les personnes concernées. On a recruté, on a acheté du matériel, ils se sont réorganisés, donc ils étaient prêts de ce côté-là. Par contre, on n'a pas du tout tenu compte justement de cet aspect, j'ai envie de dire presque de santé mentale, qui se traduisait chez les soignants par un état d'épuisement, de démotivation, là aussi parfois de désespoir. Oui, mais Mme Chapelier, comment faire autrement? Quand on est au pic de la crise, quand vous êtes au bord de la saturation, vous faites quoi? Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de demander aux infirmières, au personnel soignant, aux médecins, aux chirurgiens de continuer à travailler, malgré tout. C'est quoi les solutions? Les solutions sont de prendre les problèmes qui existent et qui existaient déjà et de mener enfin des réponses. Mais est-ce qu'on peut recruter? Parce que ce qui était expliqué par le gouvernement, c'était l'incapacité en fait de pouvoir recruter à la hauteur des attentes entre les deux vagues. Mais on dirait que le gouvernement le découvre tel que vous le formulez. On sait depuis très longtemps qu'on a beaucoup de difficultés à recruter dans le milieu, en particulier du soin, parce que les conditions ne sont pas du tout attractives. Ce sont des métiers qui sont extrêmement prenants, très fatigants, avec beaucoup de pénibilité, très mal rémunérés, très mal considérés. Donc, il faut réellement travailler sur toutes ces professions pour que des personnes viennent y travailler. Évidemment, du jour au lendemain, nous n'aurons pas un afflux de personnel, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, nous aurons des personnes qui auront envie de faire ces métiers et des personnes aussi qui resteront dans ces professions. Donc ça, c'est une urgence. La revalorisation salariale, ça n'est une aussi. On a eu une augmentation de 183 € pour tous les soignants hospitaliers et EHPAD non médicaux. Mais cette mesure, telle qu'elle est décrite dans le décret, fait que le jardinier et la secrétaire d'administration ont droit à cette augmentation, car ils sont agents hospitaliers. Par contre, l'infirmière qui travaille en médico-social n'y a pas droit. Donc, ce ne sont pas les soignants qui ont une augmentation, c'est des personnes qui sont dans un périmètre géographique. Publiquement, vous vous êtes élevé, enfin, vous avez alerté Bien entendu, contre cette inégalité. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que ça... Je n'ai pas eu de réponse officielle. J'ai eu beaucoup de discussions avec le ministère de la Santé. Et là, on est face à un problème majeur qui est un problème français, qui est celui des technocrates, qui sont ceux qui rédigent les textes et qui font que, pour eux, des choses qui, pour nous, nous paraîtraient tout à fait faisables, leur paraissent insurmontable. Donc pour vous, la revalorisation en fait, doit se faire par poste en fonction Elle de doit se faire par profession, dans un cadre qui est celui effectivement du milieu hospitalier et des agents du service public, plus exactement. Mais en tout cas, elle doit se faire avant tout par profession et non pas dans un cadre géographique et certainement pas pour, malgré toute l'estime que je peux avoir pour eux, pour les cuisiniers ou pour les directeurs d'hôpitaux. Ce ne sont pas eux qui doivent avoir une augmentation de salaire. Ce sont les aides-soignants, ce sont les auxiliaires de périculture, les éducateurs, les infirmiers. Madame Chapelier, depuis votre rentrée à l'Assemblée nationale, quel bilan faites-vous de vos actions, de ce que vous avez vécu, même si bien évidemment on pourrait y passer probablement des heures à en discuter, mais en quelques mots, quel est ce bilan personnel? Le bilan personnel, il est personnel justement. C'est certain que au niveau d'un individu, c'est une expérience et c'est également un univers auquel peu de personnes ont accès, dans lequel on pénètre. Bon, cela dit, ce qui fascine la plupart des individus, c'est qu'on s'imagine que nous avons un pouvoir. En fait, nous nous approchons des cercles du pouvoir, nous les voyons, nous les côtoyons, mais nous n'avons pas de pouvoir. Le pouvoir, il arrive effectivement avec le nombre et lorsque tout un groupe parlementaire peut agir et imposer, infléchir des idées, voilà. Et moi, mon bilan, entre guillemets, actuellement, après 3 ans et demi, c'est peut-être, et je vais vous surprendre, c'est le manque de vision. C'est-à-dire qu'on est constamment dans du réactionnel, constamment dans pas de l'à peu près, mais on répond à ce qui est le plus visible, à du superficiel. Et il n'y a pas derrière une grande vision. Et moi, je le ressens ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est mon sentiment, vous me posez la question. En tout cas, moi, je travaille parce que, à mon niveau, j'ai une vision. Il y a en particulier au niveau du système de santé, qui est le sujet sur lequel je travaille le plus. Et réellement, ce sont des idées que j'amène en permanence. Mais, à vous écouter, on a un peu le sentiment quand même qu'il y a de la déception. Vous avez cru en Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous vous êtes engagé. Vous avez quitté votre fonction, même si vous l'avez repris pendant la crise printanière, mais vous avez quitté votre fonction d'infirmière pour aller
vers effectivement la députation. Et finalement, on a un peu le sentiment que Emmanuel Macron, le gouvernement En Marche vous a déçu en fait. Non, je n'ai pas de déception parce que je n'ai pas d'idolâtrerie pour personne. Emmanuel Macron ne nous a pas déçus dans le sens où il a quand même fait pénétrer dans l'Assemblée des personnes telles que moi qui n'avaient rien à voir en politique. Parce que, également, entrer en politique, c'est découvrir les arcanes de cet univers, de ces personnes qui vivent de la politique. Oui, bien évidemment, mais il y quand a eu on quand parle même de la beaucoup, déception parce que vous avez quitté En la Marche. majorité. J'ai quitté En Marche il y a presque un an pour créer un groupe qui malheureusement n'a pas survécu, non pas de mon fait, mais à cause de contingences intérieures et extérieures, sur lesquelles il n'est pas la peine de revenir et qui correspondaient à mon cœur d'engagement qui était l'écologie. Aujourd'hui, vous appartenez au groupe Agir Ensemble, rappelons-le. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Agir Ensemble, qui est un groupe de personnes extrêmement constructives, qui sont dans la majorité, ce qui permet d'avoir des échanges très fructueux, mais en même temps, qui sont quand même dans une proposition permanente. Et ça, c'est une véritable force. C'est quoi, c'est de l'opposition constructive? Non. Est-ce que vous soutenez toujours Emmanuel Macron? Je soutiens, j'ai envie de dire, le gouvernement français, parce qu'il est ce qu'il est. C'est notre gouvernement. J'en ai pas un autre dans la poche pour sortir. Et il est essentiel de travailler avec. Par défaut, moi, donc. Il y a une chose qui m'exaspère, c'est quand on parle, par exemple, des prochaines élections. Les problèmes, ils sont maintenant. Peut-être que si on se concentrait moins à essayer de trouver des responsabilités dans le passé et à essayer de deviner dans des boules de cristal ce qui va se passer dans l'avenir, on s'intéresserait davantage à ce qui se passe maintenant. Il y a un proverbe qui dit « on ne peut pas être au four et au moulin ». Quelqu'un qui est constamment dans sa tête en future campagne électorale peut difficilement travailler au service. Non, mais bien évidemment, mais bien aujourd'hui, public. vous soutenez le gouvernement. Vous avez quand même dit que c'était En Marche, un mouvement hors sol, indifférent au territoire, clivant les députés en deux groupes. D'un côté, les apparatchiks, de l'autre, une masse insignifiante à leurs yeux, à qui on demande une allégeance et une obéissance aveugle. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui? Moi, de l'extérieur, puisque ça fait un an que je n'en fais plus partie, je pense que c'est malheureusement toujours le cas. On le voit, par exemple, il y a eu une proposition de loi sur la santé qui est passée, sur laquelle j'étais responsable dans mon groupe et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Nous avons emmené des arguments qui ont réussi. Et bien justement, mes collègues qui travaillent sur ces sujets-là de la majorité, enfin du groupe de La République En Marche, n'en avaient pas connaissance. C'est moi qui les ai informés. Après, elles en ont eu connaissance. Mais on voit moi, excusez-moi, j'appelle ça du dédain vis-à-vis de certains élus et qui ne sont jamais associés. Est-ce que finalement, un peu comme le gouvernement de Manuel Valls, sous l'autorité de François Hollande, il faut absolument des frondeurs dans une assemblée pour faire avancer les choses? Je n'étais pas dans ce gouvernement. On nous compare beaucoup à ces fameux frondeurs. Je vous avoue que je ne sais pas en quoi ils consistent. Bon, vous en avez parlé il y a quelques instants, vous ne voulez pas parler des élections, mais on va quand même vous poser la question. Est-ce qu'il reste encore deux ans de mandat? Est-ce que vous imaginez quand même poursuivre après sur les élections législatives de 2022? Il reste un an et demi et je l'ai dit et je le répéterai jusque pendant 5 ans, mais on repose sans cesse la question. Non, je ne me représente pas. Vous êtes intervenu avec votre collègue Olivier Gaillard sur la question du droit minier, une façon d'introduire dans le code minier une responsabilité des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire plus sur cette question? Alors, je ne sais pas ce qu'Olivier Gaillard a fait. Moi, j'ai interpellé le gouvernement. Je n'ai pas connaissance qu'il ait pu interpeller le gouvernement. Mais bon, après, vous m'informerez, vous m'apportez l'information. Je l'ai interpellé depuis 3 ans et demi maintenant, puisque le problème post-mine concerne beaucoup ma circonscription. Eh oui. Et donc j'avais interpellé Nicolas Hulot à l'époque, ensuite Elisabeth Borne, avec lequel j'avais eu une discussion assez soutenue sur ce sujet, et ensuite avec Barbara Pompili. Il se trouve que la réforme du code minier, qui est un code qui date de 1956, est un code qui permet en gros aux entreprises de faire ce qu'elles veulent. Et surtout, il n'est pas du tout associé au code environnemental, qui désormais, là, on fête les 5 ans de l'accord de Paris, c'est quand même là qu'est la priorité. Hein. C'est là-dessus qu'il faut agir désormais. Hein. Le monde s'écroule autour de nous, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les mines sont une grande cause de dommages un peu partout. Et là, dans la réforme du code minier, il y a plusieurs mesures qui sont amenées.
Suite aux interpellations successives que nous avons faites, et je dois dire que le bref échange que j'ai pu avoir avec M. Castex sur ce sujet, je pense n'y a pas été étranger, et avec l'association de M. Rivenc à Alès, qui a également enfoncé le clou sur la nécessité de la réforme de ce code minier. Ça permettrait, si on avançait réellement sur ce sujet, de prendre en compte tout ce qui concerne le post-mine, c'est-à-dire non seulement les dégâts matériaux, mais les dégâts environnementaux, type pollution. C'est un des aspects de la réforme du code minier. Il y a plusieurs autres aspects. Voilà. C'est cela sur lequel il faut agir. Et ça va être finalement fait et amené lors du projet de loi sur la Convention citoyenne du climat. Un dernier mot, Madame Chapelier. Corentin en parlait tout à l'heure dans le 24 heures Actu, ça concerne la prison d'Alès. L'interrogation qu'on peut avoir ce soir sur ce sujet de l'implantation de la nouvelle prison dans le département du Gard, c'est que finalement, à Nîmes, les élus, qui ne sont pas forcément du même bord, sont unis pour accueillir une prison sur le territoire de Nîmes. On ne peut pas dire forcément que ce soit le cas sur Alès. Est-ce que vous avez été aussi moteur pour convaincre le gouvernement, les acteurs, on parle bien évidemment du garde des Sceaux, pour les convaincre de venir sur le territoire alésien? Je crois que là-dessus, il y a mal donne. Lorsque moi, je suis arrivée en 2017 et que donc on m'a exposé cette problématique, ça faisait suite à un rapport qui avait eu fin 2014 et début 2015, qui faisait état de la maison d'arrêt de Nîmes, qui a une surpopulation qui est la plus importante de France. Tout à fait. 200%, c'est... Mais il y a une extension qui est en cours sur cette prison. Quand moi je suis arrivée en 2017, on m'a dit « Oh, l'extension va commencer ». Fin 2017. Nous sommes en fin 2020. Les et là, on nous parle démarrent 2020. en C'est-à-dire 2021. que tous les 6 mois, on nous fait gober que cette extension va commencer. Il y a toujours un problème X ou Y qui fait que Donc vous pensez déjà, que la nouvelle prison, c'est cette du vent expansion. aussi? Ce que je pense, c'est que déjà, je pense que les élus nîmois, plutôt que d'essayer d'asticoter ceux d'Alès, feraient mieux de faire en sorte que l'extension qui peut être faite immédiatement et qui aurait des fruits, enfin qui amènerait des possibilités de placement de cellules supplémentaires au bout de 2 ans, soit mis en route. Ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on attend que ça démarre, ces travaux. Pour ce qui concerne Alès, moi, quand on m'a exposé le problème, j'ai regardé un peu les tenants, les aboutissants, et je le pense sincèrement, qu'il est préférable de faire des maisons d'arrêt à la juste taille et de les répartir de façon plus harmonieuse sur un territoire. C'est pour cela que je pense que sincèrement, le nord du département, avec la proximité de la Lozère et même de l'Ardèche, aurait tout intérêt à avoir une maison d'arrêt avec également le tribunal judiciaire d'Alès, ce qui permettrait de le maintenir et d'apporter aux justiciables, ainsi qu'à toutes les personnes, tous les citoyens, d'avoir une proximité dans la justice et également pour les familles qui seraient concernées. Mais est-ce qu'une nouvelle fois... carcérales. Voilà pourquoi moi je soutiens Bien sûr, mais votre Alès. point de vue n'est pas entendu, semble-t-il, puisqu'aujourd'hui on est en train de dire qu'on revient à Nîmes. Non, on ne dit pas qu'on revient à Nîmes. Monsieur Castex a passé un coup de fil, si j'ai bien compris, Oui. à Monsieur Fournier. Oui, vendredi. Voilà. Moi, j'ai discuté de ce sujet avec... Et il a vu Françoise Dumas, la députée également, Oui, bien sûr. il y a quelques jours, juste avant le coup qui de fil défend de Jean-Paul Fournier. bec et ongle le projet nîmois. Et moi, je le répète, je ne pense pas que ce soit le mieux pour le département du Gard. Enfin, moi, si vous voulez, En particulier parce qu'il y a une menace sur le tribunal alésien. Mais Si cette maison d'arrêt ne se également, fait pas. et puis aussi parce qu'il est nécessaire de répartir, comme je vous le disais, de faire un maillage territorial au niveau carcéral. Les grandes concentrations, on sait que c'est délétère. On sait que c'est délétère, autant pour les personnes détenues que pour les personnes qui y travaillent. Amener sur un seul et unique lieu une maison d'arrêt beaucoup plus importante, comme ce que l'on souhaite faire avec Nîmes, c'est, si vous voulez, c'est en dehors du bon sens. En tout cas pour la pratique carcérale. Du coup, vous allez défendre un peu la cause d'Alès auprès de Mais la nous garde la des Sceaux, défendons et M. Rampon, le sous-préfet d'Alès, recherche activement toujours un terrain. On a un problème de foncier qu'on n'a pas réussi à résoudre, c'est vrai, parce que évidemment il y a très peu d'acceptabilité. Si en fin de cause on n'arrive pas à trouver sur Alès, écoutez, de toute façon il faut la construire. On la fera sur Nîmes. Mais si les travaux n'ont toujours pas commencé, les travaux d'extension à Nîmes, je peux vous dire que les travaux qui vont débuter sur la maison d'arrêt de Nîmes, on les aura peut-être qu'en 2030. Enfin, je suis quand même très perplexe sur la situation de l'avancement de ces dossiers. Merci, Madame la députée. Merci, Annie Chapelier, d'avoir été avec nous ce soir.